Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Psychiatre en Afrique. L'expérience camerounaise. L'exclusion sociale au Cameroun. Introduction. Pour traiter de la dépression, nous avons jugé d'en parler à partir des cas concrets. La première partie de cet ouvrage décrit brièvement le parcours de ceux que nous avons traités dans notre service, en respectant l'histoire et la chronologie des faits de chaque cas. Seuls les noms, et parfois les dates, ont été modifiés pour respecter l'anonymat de chacun. La deuxième partie décrit la symptomatologie clinique de la dépression en Occident chrétien où est né le concept, puis les dépressions telles que rencontrées en Afrique, avant 1975 et aujourd'hui en 2013. Y a-t-il une spécificité de la dépression en Afrique? Y est-elle fréquente? La troisième partie traite des causes ou facteurs éthiopathogéniques de la dépression dans un monde en pleine transformation, culturelle, scientifique et technologique. La quatrième partie enfin, examine les traitements appliqués aux dépressions, dont l'importance et la progression paraissent inéluctables dans une Afrique en pleine mutation. Première partie, des personnes DEPRESSIVES. Présentation des observations. Des personnes dépressives. Ce sont des femmes, des hommes, des enfants et des vieillards. Nous en présentons ici 44. Les résumés des cas rassemblés proviennent de la consultation du Centre de neuropsychiatrie Sainte-Jeanne à Douala. C'est un centre de consultation, sans hospitalisation de nuit. La consultation est faite par un seul médecin psychiatre, Dr Léon Fodzo. Le centre, ouvert le 2 janvier 1997, a 16 ans un demi d'âge au moment de la rédaction de cet ouvrage. Dès l'ouverture du centre, le médecin a choisi de relever tous les états dépressifs dont le diagnostic est fait à l'issue de la première consultation, à l'exclusion de tous ceux dont le diagnostic sera affirmé dans un second temps, et de ceux dont l'état dépressif est lié à une maladie organique ou à un autre trouble psychiatrique. Ne sont donc pas prises en compte ici les dépressions associées à d'autres troubles psychiatriques, psychose délirante, troubles phobiques, ou à des maladies organiques, cancéreuses, cardiovasculaires, neurologiques, Parkinson, démence, infectieuses, sida. Cependant, au cours de l'évolution de sa dépression, le patient peut voir surgir une de ces affections. Ainsi, au 31 décembre 2012, les chiffres obtenus durant les 16 ans de fonctionnement sont les suivants. 656 états dépressifs diagnostiqués d'emblée sur un total de 6135 nouveaux consultants. Ce choix a été dicté par l'expérience précédente du médecin, qui a d'abord exercé pendant 18 ans à l'hôpital public dans la même ville, avril 1979-janvier 1997, et qui avait constaté la réticence des patients dépressifs à se faire consulter au service de neuropsychiatrie parce qu'ils craignaient d'être pris pour fous. Tous les dépressifs admis en hospitalisation l'étaient en urgence ou dans un état de désinsertion sociale complète. Le choix des 44 observations présentées ici, sur un total de 656, est arbitraire, mais il est sous-tendu par une arrière-pensée didactique. Catherine 15 ans numéro 1. Sa mère amène en consultation Catherine, cette fille de 15 ans, pour des troubles de conduite évoluant depuis 10 jours. On lui reproche une perplexité d'attitude, des réponses inappropriées aux questions posées. On est à quelques jours de la rentrée scolaire d'octobre. Elle s'est rendue dans le bureau d'un service où elle venait d'effectuer un stage de vacances de 2 semaines, et elle s'est mise à tout casser, mobilier, vitres, machines, etc. Le chef du service concerné l'a fait aussitôt conduire dans le commissariat le plus proche, où elle a été enfermée pendant 2 jours. Rentrée chez elle après sa libération, elle est demeurée muette et insomniaque pendant 3 jours. À l'examen, cette jeune fille tendue et anxieuse présente une profonde tristesse et un mutisme partiel. Elle ne répond que par des gestes, si l'on insiste, mais consent à sortir une phrase unique, plusieurs fois répétée, « On a beaucoup bagarré ». Une seule chose est notée dans les antécédents fournis par la mère. Ses premières menstruations sont apparues il y a seulement 8 mois, suivies 5 mois après, d'une interruption de 2 mois. Elles ont réapparu avec une importante anémie, rapidement corrigée par le gynécologue. Mise sous traitement, clomipramine et prazépam, la patiente est revenue le lendemain plutôt agitée et toujours insomniaque. Moins triste et plus ouverte, elle commence à parler, elle ne dort pas, n'a pas faim.
Elle accepte notre proposition d'hospitalisation. L'hospitalisation, que nous avions voulu éviter le premier jour, nous apparaît maintenant nécessaire. Le médecin demande à la voir seule au 9e et dernier jour de son hospitalisation en clinique. Elle s'exprime parfaitement bien et sans réticence. Son sommeil et son alimentation sont bien satisfaisants. Elle redevient un peu triste lorsqu'elle parle de sa tante morte récemment, celle dont elle porte le nom et à laquelle elle se sentait très attachée. Elle était très gentille, dit-elle. La dernière consultation a lieu 3 semaines après, car elle ne reviendra plus après celle-là. Elle est franchement gaie, plutôt expansive, comparée à sa nature dite de timide. Elle parle de conflit familial et d'un viol subi. À 10 ans, elle a été violée par un gendarme ami de la famille. Sans conséquence pour le violeur. La famille a étouffé l'affaire. Née de mère célibataire, elle n'a pas été reconnue par son père. Sa mère s'est mariée quand elle avait 5 ans. Un enfant est décédé récemment dans la famille, il y a 2 mois. On a accusé sa tante dont elle porte le nom d'en être l'auteur par sorcellerie. Alors une bagarre a éclaté. On a beaucoup bagarré, disait-elle lors de sa première consultation. Peu de temps après cette bagarre impliquant sa tante, celle-ci est décédée. Catherine en était profondément affectée. La famille nous a maintenus dans l'ignorance de tous les événements successifs dont souffrait en silence Catherine. Le viol, la garde à vue, la bagarre. L'accusation portée contre son homonyme et tante bien-aimée, la bagarre, le décès, ont fait éclater la colère renfermée de Catherine avec une réaction destructrice sur les objets de son lieu de stage, l'éclosion de la dépression et la résurgence du souvenir du viol dont elle n'en avait jamais parlé. L'accumulation de ces facteurs agressifs, destructeurs, dont les derniers sont précipitants, ont eu raison de l'équilibre mental de la jeune Catherine. Brigitte, 16 ans, numéro 2. Cette jeune fille élève de seconde vient consulter seule. Personne d'allure intelligente, elle se raconte aisément. Elle éprouve le dégoût de la vie, tout l'énerve. Chaque fois que je me réveille le matin, c'est comme un nouveau calvaire qui commence. J'ai de la haine envers moi-même. En plus, elle ne dort que difficilement et de courte durée. Elle est boulimique et c'est tout ce qu'elle fait. C'est dans la nourriture que je me réfugie, je mange jusqu'à 10 fois par jour. Ce calvaire dure depuis 3 ans, et en plus, depuis 1 an, il s'y ajoute une sensation d'asphyxie. Dans ses antécédents scolaires, on note une instabilité majeure. Pour être en classe de seconde à 16 ans, elle a fait 4 établissements scolaires à Douala et 2 internats hors de Douala, de nombreuses fugues. L'échec scolaire lui est familier. Elle a fait le BEPC 3 années de suite, sans succès. Sur le plan familial, Brigitte est la benjamine de 5 enfants, sa mère est décédée depuis 7 ans. Elle porte des cicatrices de nombreuses blessures enfantines, et celle d'une appendicectomie à l'âge de 15 ans. Elle s'exprime sans retenue, dans une humeur légèrement triste, un corps figé. Elle ponctue son discours de gémissements et de larmes abondantes. Ces troubles ont commencé en fin de classe de 4e dans un internat confessionnel. Elle se dégoûtait d'elle-même physiquement et moralement, alors elle fuguait, se sentait toujours seule, même en famille. Ces fugues avaient pour but de voir si les choses allaient changer ailleurs, mais elle se retrouvait toujours pareille à elle-même. Après 2 semaines d'hospitalisation, elle ne revint pas au rendez-vous, mais fut ramenée par son père 1 mois 1/2 après. Elle vivait toujours une souffrance physique forte avec un vécu dépressif intense. Je sens le mal-être, un désespoir d'être en vie, je n'ai rien de positif. Elle accepta après un long entretien de venir 2 fois par semaine et de suivre un traitement prescrit, amitriptyline et prazépam. Mais elle ne réapparut qu'au bout de 7 jours, souriante, évoquant pour la première fois ses préoccupations corporelles, des idées de culpabilité et ses tentatives de suicide. Tous ses frères et sœurs sont de peau brune ou claire comme le père et la mère. Elle seule n'en est pas assez. Si sa mère est morte avant d'avoir divorcé comme elle en avait formulé le projet, pour s'éloigner d'un mari décevant et qu'elle n'aimait plus, c'est parce qu'elle attendait que sa fille, la patiente, ait au moins 6 ans d'âge. Elle se sentait donc en partie responsable de sa mort. Elle a fait 4 tentatives de suicide en 1 an pour échapper à sa souffrance, en utilisant à chaque fois un moyen différent, après avoir renoncé à tous les projets professionnels qu'elle s'était fixés, magistrature, affaires économiques. Après cette séance d'entretien, nous ne l'avons plus revue qu'une seule fois.
elle souhaitait dormir 3 jours d'affilée. Cette jeune fille a souffert très tôt une accumulation de problèmes d'identité corporelle, d'échecs scolaires, de conflits parentaux et de perte précoce de sa mère, et a survécu à ses 4 tentatives de suicide. Nous apprenons 10 ans plus tard, par sa sœur venue consulter à son tour pour un trouble dépressif, qu'elle a fondé une famille et élève ses 2 enfants. David, 18 ans, numéro 3. Le médecin de famille de David, garçon de 18 ans, en classe terminale, nous l'adresse en septembre pour changement de comportement. Il est accompagné par ses 2 parents qui exposent le changement brusque apparu dans son comportement. Il ne finit plus une phrase, il ne dort pas, il s'isole désormais, s'inquiète pour des choses insignifiantes. Ce garçon intelligent, aîné de 7 enfants, est d'ordinaire timide, peureux, incapable de dormir seul dans une chambre. Maintenant il s'isole. Les parents situent ce changement à 2 semaines. Il voit son origine dans une fête organisée par l'un de ses camarades pour fêter sa réussite au baccalauréat. On y aurait ri de son accoutrement et l'aurait traité de sidéen. Examiné à l'écart de ses parents, David est triste et anxieux, abattu, avare des mots. L'entretien se prolongeant, il se calme, prend confiance et s'exprime davantage. Ces derniers temps, j'ai des problèmes de concentration, je suis préoccupé par des problèmes extérieurs, j'ai toujours peur. Je m'inquiète pour des choses inutiles, pour mon habillement, je manque de sommeil. La fête en question, organisée par son ami, lui a laissé un goût amer. Les camarades se sont gaussés de son habillement peu élégant, et ils l'ont en plus traité de sidéen. Or, cela se passait 5 jours seulement après son premier rapport sexuel et qui n'était pas protégé. Depuis ce rapport, ces pollutions nocturnes, qu'il désigne par éjaculation précoce, commencées il y a 3 ans, sont devenues trop fréquentes et il s'en inquiète. Il tente d'expliquer son isolement par le souci de vouloir se mettre à l'abri des commentaires de ses camarades sur ses tenues vestimentaires et son comportement amoureux. Après 4 jours de traitement externe, amitriptyline, bromazépam, son état n'avait pas du tout évolué. Une hospitalisation de jour pendant 3 jours est alors décidée, puis poursuivie par des soins externes avec clomipramine et bromazépam. Au bout de 15 jours, l'évolution est satisfaisante, l'entourage et le patient sont heureux. Le traitement est poursuivi pendant 6 mois par David. Nous le revoyons en octobre de l'année suivante pour une première récidive, soit 13 mois après l'éclosion de sa maladie. Il a passé le bac, et il s'inscrit en faculté de sciences en vue de préparer l'entrée aux études médicales. Dans un état de tristesse franche, il se fait spontanément une autocritique et s'accuse de désobéissance et de mensonge. Il s'adonnait exagérément aux jeux vidéo, au point de ne pas dormir ni manger. Il passait tout l'argent que ses parents lui donnaient pour d'autres besoins. C'est beaucoup de mal qu'il a dû faire à ses parents. Pendant une année complète, il a continué son traitement avec plusieurs rechutes, dont une tentative de suicide. Il avoue aussi que son traitement est souvent interrompu. Il a tenté de se suicider en absorbant 20 comprimés de ses médicaments. Il ne cesse de ressasser sa culpabilité au sujet des jeux électroniques. Il a commencé très tôt au cours élémentaire en faisant jouer pour lui, puis en jouant lui-même sur l'appareil acheté par ses parents. Finalement, le retrait de cet appareil pour motif d'excès de jeu n'a fait que déplacer le terrain de jeu de ses images de combat pour lequel il était devenu dépendant. 1 an et demi sont passés, David réapparaît. Faute d'être admis en médecine, il s'inscrit en informatique, mais il est vite récupéré par une secte religieuse dont le dirigeant à qui il doit verser la dîme, soit 10% de la pension mensuelle que ses parents lui envoient, lui loue aussi une chambre d'étudiant. Son endoctrinement commence, et le conduit finalement à faire brûler ses livres. Il tente à nouveau de se suicider. Ses parents le récupèrent et le conduisent dans leur village d'origine pour pratiquer un rituel d'imploration sur les crânes des ancêtres. Pendant 2 ans, le patient va suivre assez régulièrement un traitement antidépresseur ponctué par plusieurs récidives et une 3e tentative de suicide. Les facteurs de récidive sont nombreux. La moindre frustration, le moindre échec, toute situation émotionnelle. Face à ces facteurs, la réaction est toujours la même. La peur du regard des autres le conduit à s'isoler. La culpabilité à l'égard des parents s'intensifie, ensuite s'installe le dégoût de tout, l'insomnie, l'inappétence. Mais progressivement, il tente aussi de comprendre comment les différents corps ont fonctionné, sa famille, les sectes, lui-même.
Il a le sentiment d'être écrasé par ses deux parents, à la fois. Sa mère, enseignante, a toujours fait de lui le premier à toute épreuve. Son père, cadre d'entreprise, l'a toujours traité de faiseur de bêtises, d'incapable. Il s'est toujours trouvé mal à l'aise entre ces deux jugements. La secte pentecôtiste l'avait récupéré au moment d'une de ses récidives. C'étaient des gens qui avaient échoué à l'université, et qui vouaient sans doute une rancœur à cette institution. Il lui avait fait admettre à coups de slogans et au besoin de matraque, que le diable était en lui, et qu'il était la cause de la malédiction passée ou à venir de sa famille. Il devait se purifier. On le bastonnait pour faire sortir de lui le diable. C'est le diable qui t'a fait sortir premier de ta classe, lui avait-on asséné pour annuler ses efforts intellectuels. On l'avait même attaché pour enrayer les tentatives de fuite qu'il avait esquissées. La méthode avait pour but d'anéantir l'individu, de l'aliéner en le transformant en un robot dépourvu de toute volonté et pensée, prêt à obéir aveuglément. David se souvient que même avant le contact avec la secte, il a toujours été influençable. Je ne peux rien refuser parce que j'ai peur d'être jugé. Son père le juge trop souvent et toujours négativement. Et maintenant, il se juge lui-même négativement. Ses parents ont beaucoup trop dépensé sur lui. Ils comptaient beaucoup sur lui, c'est un échec. Il se culpabilise sur l'échec scolaire de ses petits frères. Le voici admis au BTS, 5 ans après le bac, traînant sa dépression depuis 6 ans. Son traitement actuel est interrompu depuis 7 mois. L'entrée en stage dans une entreprise s'est accompagnée d'une rechute légère. Il est remis sous son traitement habituel et remonte très vite la pente. Mais il renonce très vite aux médicaments, convaincu qu'il est guéri, mais se culpabilise sur le manque d'assiduité de sa pratique religieuse catholique. Il accepte néanmoins de reconduire son traitement et de poursuivre les entretiens bimensuels pendant 3 mois au cours desquels il exprime pour la première fois les préoccupations sexuelles. Il a eu des rapports homosexuels dans l'enfance avec plusieurs personnes. Actuellement, il a des difficultés à établir des relations avec des filles. Il a tenté une expérience isolée avec une prostituée, qu'il a davantage repoussée. Cependant, des points importants sont à noter. Le patient se félicite d'avoir pu résister et échapper aux sectes et d'avoir réussi à ses examens. Il n'est plus essentiellement focalisé sur ses culpabilités et ses ruminations. Il se projette dans l'avenir, professionnel et conjugal. 7 années se sont écoulées. David nous est ramené pour une grosse récidive, pour laquelle nous décidons d'une hospitalisation complète de 4 jours. Il s'est cloîtré dans un mutisme quasi total avec une profonde tristesse, une inhibition et une anxiété marquée. Cette récidive s'est annoncée par un retrait progressif de contact, puis il s'est enfermé chez lui pendant 2 semaines, le téléphone éteint. Revu 1 an après cet épisode et toujours sous clomipramine, il se sent bien. Il a eu 2 crises de nervosité légère, devant des difficultés relationnelles. Maintenant il vit seul, en location volontaire, autonome. Détaché des auto-accusations, 2 difficultés le préoccupent. Le manque de confiance en soi, les difficultés relationnelles avec les filles. Il multiplie les conquêtes et y dépense tout son argent. Nous le mettons sous un nouveau traitement, Venlafaxine LP, et d'un commun accord fixons son terme à 6 mois. David revient nous voir 2 fois, sur rendez-vous bien espacé. Il est rayonnant. Il continue de se projeter dans l'avenir, les fiançailles sont annoncées. Il est titularisé dans son entreprise publique. Cette évolution favorable sur les plans professionnels et affectifs augure d'un avenir meilleur. Cette longue évolution, 14 ans, émaillée de nombreuses récidives et de 3 tentatives de suicide est exceptionnelle parmi nos patients dépressifs. Les facteurs multiples, inhérents autant au sujet qu'à l'environnement familial et social, sont imbriqués les uns aux autres. La ténacité des parents pour l'encadrement, prompt à ramener sans délai le patient au médecin à chaque récidive, est fondamentale. La ténacité du patient à réussir dans ses études, et ensuite dans un ancrage professionnel, l'a également aidé. Noël 18 ans numéro 4. Les parents de Noël, garçon de 18 ans en classe terminale C, l'amènent en consultation au mois de juin pour un changement brusque de comportement accompagné d'une baisse notable de travail scolaire. Ce garçon, qui a toujours été un brillant élève,
s'est retrouvé avec une moyenne de 7/20 au premier trimestre de cette année scolaire en décembre dernier. Il a réagi à ce résultat inhabituel en travaillant intensément. Malheureusement, le succès n'a pas couronné ses efforts et la déception s'est amplifiée. En février, il a refusé d'aller à l'école parce qu'il se sentait vide. Benjamin d'une fratrie de 6 enfants, ce garçon souffre des accès palustres fréquents depuis 3 ans. Il est issu d'un foyer uni, sans problème, comme l'affirment ses parents. L'examen physique et le bilan sanguin sont normaux. Mais il est très anxieux, triste, inquiet. Il s'exprime spontanément et il a hâte de le faire. Je suis snob, menteur. Il se plaint de douleurs du bas-ventre après les urines. Mis sous traitement, Noël s'est remis à ses cours et a pu composer le baccalauréat qu'il a réussi le mois suivant en juillet. Mais aussitôt après son succès, ses troubles ont repris, avec répétition des mêmes accusations portées contre lui-même. J'ai été menteur, orgueilleux, snob. Sous traitement d'amitriptyline, il s'est bien rétabli et a poursuivi ses études en faculté jusqu'en septembre de l'année suivante où 2 nouveaux événements ont surgi. Le visa d'entrée lui est refusé pour poursuivre ses études dans un pays européen, et puis aussi, il a échoué l'entrée en 2e année de faculté. Ces 2 échecs relancent sa maladie. Nouvelle récidive. Durant cette 2e année de traitement, il continuera progressivement de préciser sa culpabilité. Il se rendait en boîte de nuit, prenait plusieurs verres de whisky puis rentrait se coucher vers 5 heures du matin à l'insu des parents qui le tenaient pour un garçon sérieux et calme. Il s'achetait des objets toujours chers, convaincu que les objets de marque attirent sur soi l'attention des autres. Au cours de la première année universitaire, il a connu ses premiers rapports sexuels avec une fille du voisinage 3 fois par jour. Maintenant il s'en veut et décide « Je prends un recul avec les filles, je vais me réserver pour plus tard ». Nous voilà en août, 3 ans après son bac. Il vient d'obtenir enfin son visa d'entrée en Belgique, après avoir réussi le concours d'entrée dans une école d'ingénieurs. Il part avec un résumé de son dossier médical, adressé au médecin psychiatre acquis de droit, que nous conseillons de consulter dès son arrivée, pour éviter d'interrompre le traitement en cours. 5 ans après, il revient au Cameroun. Ingénieur d'une grande école, il travaille depuis 6 mois dans une grande entreprise et a profité de son congé professionnel pour revoir sa famille. Mais au 2e jour de son séjour en famille, il replonge dans une récidive rapide, mutisme total, anxiété, inhibition motrice massive. Ce sont ses parents qui, en consultation, doivent s'exprimer à sa place. Avec une prescription en externe, de paroxétine et de bromazépam, son état s'améliore rapidement passant par une phase de ressassement et culpabilisation au 5e jour, et de rétablissement complet au 11e jour. Il décide alors d'expliquer lui-même sa récidive par la forte émotion de retrouver tous les siens, et de voir sa chambre intacte. Durant ses études d'ingénieur, il n'a connu que 2 épisodes brefs de récidive relative lors des stages académiques. Le 20e jour, terme de son congé, s'approche. Il doit reprendre son service. Son état de santé nécessite poursuite de traitements médicamenteux et une prise en charge psychologique. Ce jeune homme a pu se soigner et poursuivre jusqu'au bout les études choisies, en dépit des récurrences de sa maladie, parce que les parents, résistant aux pressions familiales de traitements dits traditionnels et autres exorcismes, l'ont bien encadré et encouragé à suivre son traitement médical. Daniel, 22 ans, numéro 5. Daniel est un jeune homme de 22 ans. Il travaille depuis 5 mois dans une entreprise familiale après 2 échecs successifs au baccalauréat. Il a décidé de lui-même de venir consulter pour des troubles diffus qu'il a du mal à exprimer. Issu d'une famille polygame de 2 épouses avec 7 enfants, il est le 2e né à sa mère qui compte 4 enfants. Il fume la cigarette depuis 5 ans, 5 à 6 bâtons par jour, et du chanvre depuis 4 ans, 3 fois par jour. Il boit de la bière, 2 bouteilles par jour, 4 le week-end. Physiquement bien portant, il se plaint de manquer de volonté, il sèche les cours sans raison. Il éprouve des difficultés à établir des relations, surtout avec les filles, mais il a des rapports sexuels de temps en temps après prise du chanvre. D'autres plaintes, il est incapable de bien penser, de se concentrer, de se souvenir des faits passés. Il est entré dans la toxicomanie par un groupe d'amis du quartier. L'objectif pour lui, c'était d'améliorer ses contacts avec les gens.
Fumer du chanvre lui plaisait parce que ça lui faisait voir mieux certaines choses, et surtout ça faisait planer. Mais en même temps il subissait des effets déplaisants. Ses yeux rougissaient constamment et les gens le constataient, les sons lui parvenaient perturbés. Il avait du mal à indiquer de quel côté lui parvenaient les sons qu'il entendait. Ces effets négatifs, gênants, l'ont conduit à suspendre la consommation du chanvre mais pas de l'alcool ni du tabac. Mais il demeurait dépressif, avec une anxiété permanente, une insomnie constante et une absence de désir et de volonté. Son bilan sanguin est négatif. Son examen électroencéphalographique indique une souffrance corticale diffuse à l'hyperventilation. C'est un sujet terne, hébété, sans projet, au comportement efféminé. Il est soumis au traitement associé d'amitriptyline et de bromazépam. Son état s'améliore considérablement dans les jours suivants. Il est contrarié par la proposition du sevrage de l'alcool que lui suggère le médecin. Il formule un refus poli de la manière suivante : peut-on boire autre chose la nuit en boîte que l'alcool ? Daniel ne réapparaîtra plus après ce refus. Ce jeune homme est rentré dans la drogue pour tenter de résoudre son trouble dépressif et ses difficultés relationnelles. Les effets indésirables du chanvre l'ont conduit à s'éloigner de cette substance, mais pas des autres toxiques. Son trouble dépressif demeure. Il devrait se faire soigner. Juliette, 24 ans, numéro 6. Âgée de 24 ans au moment de la première consultation, Juliette est une jeune fille qui a eu son baccalauréat à 19 ans, après un premier rapport sexuel à l'âge de 17 ans. En dépit d'une agitation anxieuse, elle exprime clairement la chronologie de ses troubles. Inscrite en octobre en première année de sciences naturelles, elle tombe enceinte en novembre au contact d'un étudiant de doctorat. Elle décide aussitôt d'avorter pour ne pas décevoir ses parents. Issue d'une famille nombreuse et pauvre, elle est le premier enfant à s'inscrire à l'université. Peu de temps avant les examens de juin, ses documents contenant ses cours sont volés dans sa chambre et elle échoue à l'entrée en deuxième année. L'année suivante, elle s'inscrit en sciences physiques et en mars, elle connaît une crise nerveuse. Les études sont difficiles à Yaoundé, dit-elle. Elle doit accepter plusieurs expériences sexuelles pour pouvoir réussir les travaux dirigés. Elle demande aussi de l'aide académique à un vieux professeur qui la séduit, et en fait sa maîtresse avant qu'elle ne découvre que la bonne de ce dernier est aussi sa rivale. C'est encore un échec en fin d'année. La troisième année à l'université la conduit à une nouvelle inscription, en histoire-géographie. Elle accouche en milieu d'année universitaire d'un enfant dont le père, qu'elle croyait célibataire et amoureux sincère, était en fait un homme marié et père de 7 enfants. Il l'a abandonnée pour toujours au 6e mois de grossesse. Cet accouchement la plonge dans une nouvelle crise nerveuse pour laquelle ses parents la conduisent chez un guérisseur dans sa région natale. Ce dernier la traite à la bastonnade et à l'eau chaude sur les parties génitales. Elle est alors conduite à notre consultation dans un tableau dépressif avec agitation anxieuse, brûlure du périnée et infection génitale. Après 2 mois de traitement, Juliette a repris son état normal et elle a poursuivi ses soins pendant 1 an. Après cessation de traitement sous un commun accord, elle est ramenée 1 an et demi plus tard par une de ses... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.